Bonjour à tous, enchanté de vous voir si nombreux. J'espère que vous avez passé des bons Devox pour cette petite fin de Devox. Et donc on va la clore avec cette présentation de l'instinct à la décision informée, lancer la data dans sa startup. Donc je vais peut-être être un peu rapide dans le sens où j'étais plutôt gourmand au niveau contenu, donc j'espère que tout va bien se passer et qu'il y aura du temps pour les questions. On m'entend toujours bien là? Ouais. Donc première partie, introduction. Une deuxième partie sur apporter la décision informée. Donc plutôt un peu global, macro. Une petite explication sur le data mesh. C'est un terme qu'on voit beaucoup, un bon gros buzzword du moment, donc on va l'expliquer. Et ça pourra servir de support pour la suite de la présentation. Et comment lancer sa data, donc enfin lancer la data vraiment dans sa boîte avec une petite conclusion. Donc, introduction. Bonjour, je m'appelle Arnaud. J'ai fait 12 ans en data en tant que dev, consultant, manager. Et je m'excuse un peu pour mes biais. On a tous des biais en fait. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, c'est normal. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Voilà, donc mes biais, c'est plutôt BI, Big Data, Cloud. Et mes expériences, donc ma dernière expérience chez Doctolib, je vais un peu en parler, mais vraiment, considérez pas que c'est spécifique Doctolib. J'ai fait d'autres entreprises avant aussi. Une petite dédicace à Jean Roman et à Maxime Mézin, donc, qui sont chez Doctolib, qui était chez Doctolib pour Jean, il devait être speaker avec moi. C'est lui qui a apporté un peu de contenu sur la partie métier, donc merci Jean. Et Maxime, mon chef, qui m'a un peu donné des remarques. Voilà. Et merci aux Devox qui, pour beaucoup, sont bénévoles et qui organisent une conférence quand même de folie, conférence préférée pour moi en France. Donc, grand bravo à eux et merci pour cette opportunité. Donc, Doctolib, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un super site de rencontre. J'avais un problème de cœur et j'ai trouvé la personne pour résoudre ce problème de cœur assez vite. Donc, évidemment, c'est le plus gros site de rencontre médical en France, en tout cas. En Europe, on espère bientôt. On se déploie en Allemagne et en Italie aussi. On fait 650 000 rendez-vous par jour à peu près. 20 millions de visiteurs uniques par mois. Donc, ça nous positionne en 32e en France, entre Netflix et 20 minutes France. Mais c'est pas que l'agenda pour les médecins maintenant, c'est un peu plus compliqué. Enfin compliqué, intéressant. Il y a la téléconsultation, la vaccination, le dossier patient, la liseuse de carte vitale. Donc voilà, c'est plein de produits qui arrivent toujours et du déploiement à l'international. Apporter la décision informée. Donc la data, c'est avant tout un problème métier. J'espère que j'apprends pas grand-chose aux gens quand je dis ça. Et donc, ça va servir le plus souvent à afficher des KPI, des OKR, des North Star KPI, on les appelle comme on veut. En fait, c'est un peu les gouvernails de votre entreprise. Et aussi des données opérationnelles quand vous voulez un peu plus de détails. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous fixez vos KPI, vous les suivez, vous faites une analyse de la performance de l'entreprise et vous faites votre boucle comme ça, itérative, rien de très spécifique. Juste un petit point déjà, attention à l'addiction métier, à la data. Votre but en tant qu'équipe data, ça va être de rendre addict le métier à la data, qu'il soit vraiment, qu'il veuille vraiment la data. Comme ça, il va toujours aller vers vous pour avoir plus de data, pour avoir plus de gouvernail. Le problème, c'est que d'habitude, c'est quand même des experts. Il ne faut pas qu'ils soient complètement addicts et démunis. On a parlé de data freeze à un moment chez Docto, parce que quand ils n'avaient pas leur data, ils ne voulaient plus prendre de décision. Concrètement, qu'est-ce que ça donne un samedi matin? Quelqu'un qui a appuyé sur le bouton Crisis, donc qui appelle tout le monde chez Doctolib parce qu'il y avait 2 heures de retard sur son dashboard. Alors qu'en fait, c'est un expert métier, donc il avait juste une journée de moins et il aurait pu prendre ses décisions. Voilà. Comment on fait pour que le métier ait accès à la data? On lui met un interlocuteur. Cet interlocuteur, le plus souvent, c'est un analyste. Euh, donc business analyst, product analyst ou même d'autres noms. Il connaît la data, les tables et il peut faire du reporting là-dessus. Donc vraiment, lui, il va connaître la data à l'intérieur, le côté métier de la data. Vous avez 3 types potentiels d'analystes en fonction de la taille de votre entreprise. Au début, vous faites un peu ce que vous pouvez, donc souvent ça va être pris par le product manager ou product owner. Il va dire au tech ce qu'il faut faire, si possible. Il va affecter la roadmap. Et à la suite de la livraison des techs, il va regarder quel est le compte rendu data, il va voir si tout se passe bien. Et il va vraiment suivre tout ça tout le temps. Vous avez le power user, donc ça c'est, vous avez un peu de data analyst, vous avez celui qui connaît bien le reporting et qui va former les autres équipes à l'extérieur. Ça va être l'expert qui va évangéliser les autres personnes pour un peu
pour que ça floconne, on va dire, ça bourgeonne dans les autres équipes. Il doit répondre à pas mal d'équipes. Et enfin, vous avez votre équipe tech qui gère une base de données, qui apporte les données. Et ensuite, vous avez les moyens d'avoir un analyste dans chaque équipe différente. Le temps de la maturité. En fait, vous avez le boulot de l'analyste, il va être différent selon la maturité de votre métier. C'est-à-dire qu'au début, votre métier, il n'aime même pas la data. C'est-à-dire qu'on lui a dit, t'inquiète pas, ça va faire beaucoup de choses. Il est hyper méfiant. Et donc, dès qu'il va voir un KPI, il va dire, non, c'est pas ça. Non, pas à chaque fois quand même. Mais le chiffre d'affaires, par exemple, il va voir une baisse sur un mois. Il n'ose pas croire que sur ce mois-ci, il y a une baisse. C'est pas ce qu'on lui a dit côté terrain. Et donc, il va remettre en cause régulièrement vos KPI. Donc au début, vous avez un data analyst qui va être data valideur, un peu même comptable, dans le sens où il va devoir regarder si les règles sont bien implémentées dans l'univers, le data lake, le data warehouse. Et donc voilà, il va suivre, est-ce que les règles sont bien implémentées? Et si les règles sont bien implémentées, donc il va y avoir un KPI, et souvent ça va être des KPI très simples. On ne va pas lui poser de questions très compliquées. C'est est-ce que les secrétaires utilisent une fonctionnalité précise? Donc là, c'est un pisseur de SQL, on va dire. C'est pas forcément hyper challenging pour lui. Il fait juste une requête SQL, il sort un KPI. Deuxième partie, là, le métier commence à faire un peu plus confiance. Et donc, le data analyst garde toujours ces deux métiers, donc de répondre aux questions ad hoc ou faire le comptable. Mais il va être valideur d'hypothèses aussi. On va lui dire, est-ce que la fonctionnalité est fastidieuse? Donc là, il est un peu plus libre. Il va devoir étudier un funnel. Il y a vraiment une étude à faire qui va être un peu plus longue pour savoir, par exemple, à quel moment la secrétaire a décroché du funnel. Enfin, du scénario, en fait. Il y a un scénario et à quel moment elle a décroché. Et la dernière partie, ça va être le participant à la stratégie. Donc là, on fait vraiment confiance aux data analystes, aux business analystes, pour qu'ils participent à la stratégie métier et qu'ils trouvent peut-être des insights. Donc là, il va avoir une démarche très exploratoire pour trouver des choses intéressantes. À chaque fois que vous changez votre business analyst ou à chaque fois que vous changez une équipe en face, il y a moyen que vous reveniez en arrière sur toutes ces étapes et que vous perdiez un peu de temps. À chaque fois que vous rajoutez peut-être un autre outil data, le métier va comparer les deux outils data et donc vous allez peut-être revenir à des étapes antérieures. Parce que le chiffre d'affaires, par exemple, va être calculé différemment à deux endroits différents. La data métier, c'est super cool, sauf que des fois, on a quelques limites avec la RGPD, donc avec la data privacy. Donc là, j'ai mis quelques petits conseils pêle-mêle. Souvent, on est de plus en plus nombreux à passer par le cloud, donc encryptez vos données. Ça, c'est fait basiquement par le cloud, mais vous pouvez aussi les surencrypter. Pourquoi vous voulez les surencrypter? Soit parce que vous avez peur du cloud. Imaginons que vous hébergez des données de santé, vous voulez être vraiment béton, et donc vous allez vouloir encrypter les données par là-dessus. Donc si quelqu'un arrive à récupérer les données, même si c'est Amazon qui arrive à récupérer les données, les datas sont encryptées. Donc par exemple, je vais citer un outil, mais il y en a sûrement d'autres, qui s'appelle Tanker, et qui va sauvegarder les clés chez lui. Donc les datas ne pourront toujours pas être décryptées. Pas d'accès aux datas opérationnelles de prod. Normalement, votre data est dans un univers analytique et vous avez votre prod qui est dans un univers opérationnel. Imaginons un Postgre qui répond à un site web. Le but de Postgre, c'est de répondre vite, mais pour les calculs, il va être un peu moins bon. C'est pour ça que vous envoyez ça dans un univers analytique sur un data warehouse, par exemple Redshift, au hasard. Et donc, toutes les datas qui vont être privées, on va dire, je vais définir ça juste après, il ne faut pas les envoyer, si possible. Et même vos données de prod opérationnelles, normalement, même les devs n'y ont pas accès. Rien qui ne permette d'identifier quelqu'un. Donc, première chose, il faut pas qu'une personne puisse être identifiée, évidemment. Donc, pas d'ID qui circule partout, pas d'adresse, pas d'IP, parce que c'est une adresse, pas de téléphone, c'est une identification claire de quelqu'un aussi. Et il faut éviter aussi à fond l'orientation sexuelle, politique, religieuse, philosophique et santé d'une personne. Les accords sont limités par leur usage. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a eu le droit à un usage particulier, par exemple, pour envoyer des mails à quelqu'un. Et donc, la personne nous a dit OK pour envoyer des mails chez nous. Tout va bien, donc ça veut dire que vous avez OK pour le stockage, OK pour l'envoi de mails. Et ensuite, vous pluguez le marketing sur votre data warehouse. Tout à coup, là, il y a pas mal de problèmes parce que le marketing veut faire des campagnes marketing, une communication à but technique
pour dire à quelqu'un ton utilisateur va être supprimé. Ce n'est pas une communication marketing, donc faites bien attention à ça. Est-ce que vous avez l'opt-in pour ça? Est-ce que vous avez l'accord de la CNIL pour des utilisations différentes de la même data? C'est vraiment dépendant de chaque usage. Encodez vos ID avec des hashes nécessitant une clé stockée de façon sécurisée. C'est une longue phrase. Vous avez des ID dans votre data warehouse ou dans votre stockage opérationnel. Quand vous passez de l'un à l'autre, vous ne voulez pas qu'on puisse passer de l'un à l'autre de façon bijective, d'aller d'un sens vers l'autre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre vos data opérationnelles, l'ID vous le hashez en SHA-256 par exemple, avec une clé de hash qui peut changer, ou en tout cas qui sera stocké ailleurs. Donc vous avez votre appel à la fonction qui est dans le back-end, votre data qui est sur la database, et vous avez votre clé d'encryption qui est dans votre base de données sécurisée pour les mots de passe par exemple. Et donc comme ça va être géré comme un mot de passe et ça va être hyper sécurisé et personne pourra aller de l'un à l'autre. Supprimer la confidentialité de vos données. Souvent le métier il va vous dire je veux le téléphone. En fait il ne veut pas le téléphone, il veut savoir par exemple est-ce que l'utilisateur a donné son numéro de téléphone ou pas, pour savoir le nombre de personnes qui ont donné leur numéro de téléphone, ou peut-être qu'il veut savoir si les gens ont donné leur mobile, ou peut-être qu'il veut savoir la région, donc avec le premier identifiant du téléphone. Et donc ce que vous voulez, c'est un booléen qui répond à cette question métier. Par exemple, est-ce que les deux premiers chiffres, c'est un 06? Est-ce que son adresse, c'est quelle est la région de l'adresse qu'il vous a donnée? Donc simplifier au maximum ces datas pour enlever tous ces caractères très spécifiques qui pourraient permettre d'identifier quelque chose. Enfin, créer des tables de mapping ID dans un espace sécurisé. Si vous ne pouvez pas faire de hash, que c'est un peu compliqué, peut-être que vous pouvez faire une table dans votre base de données opérationnelle qui a déjà les données sensibles, où vous mappez un ID avec l'autre, avec l'ID qui sera disponible dans la base analytique. Imaginons que votre support doit absolument pouvoir faire cette jointure. Vous pouvez peut-être stocker cette table ailleurs, dans le silo, on va dire, opérationnel. Et le jour où vous voulez oublier votre ID et pas revenir à un état antérieur, vous cassez cette clé. Vous supprimez la ligne de la table de mapping. Le data mesh, c'est un bon gros buzzword du moment. J'aime pas forcément les buzzwords parce qu'ils sont souvent utilisés à tort et à travers. Ils sont très galvaudés, mais on va quand même expliquer quelques généralités. Donc pourquoi data mesh? Mesh, ça veut dire maillage. Et donc c'est un peu dans la continuité des microservices qui sont scalables et réutilisables. Donc on veut par exemple des API où tout le monde pourra accéder à l'API. Ça peut scaler à l'infini et on est vraiment à l'inverse des univers centralisés avec un gros data warehouse qui ressemble à un monolithe qu'on veut encore et toujours casser parce que c'est pas très flexible. Donc ils sont décentralisés vu que vous avez juste à rajouter des API ou des petites parties pour agrandir votre maille de données. La donnée, elle produit. Donc ça c'est la définition, c'est dans le data mesh. Je trouve que c'est un peu trop gentil. Pourquoi la donnée est le produit? Parce que c'est les gens qui ont créé le data mesh qui font de la data. Donc on veut mettre la data au centre. Mais en vrai, le produit, c'est le produit. Donc si on dit le produit est le produit, toujours, en fait, on veut toujours cette Spotify Engineering culture avec cette idée de squad, peut-être de tribe, avec des univers métiers qui sont indépendants les uns des autres. Donc en fait, on veut une data qui soit indépendante de bout en bout, donc du monde opérationnel jusqu'au self-service de la data, donc côté analytique et métier. On veut des choses qui soient complètement indépendantes, mais en vrai, c'est impossible. Pourquoi? Parce que vos data, elles doivent être beaucoup réutilisables. À partir du moment où n'importe qui peut se plugger sur n'importe quelle data, il vous faut une gouvernance extrêmement forte pour découvrir la data hyper vite. Donc un data catalogue ou un data catalogue pour avoir toutes vos data clairement exprimées à un endroit où vous pouvez faire une recherche, et un data lineage pour savoir rapidement comment la data est calculée. On ne peut pas dire au métier, ton chiffre d'affaires, t'inquiète pas, tu cherches là et tu as 10 workflows qui vont calculer ton chiffre d'affaires, il va être perdu, donc il faut une interface beaucoup plus simple pour générer tout ça. Il vous faut aussi peut-être des services partagés, parce que vos mailles, elles sont rapprochables, vos mailles. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser le data warehouse d'une autre équipe. À partir de là, ça veut dire que vous recommencez en fait à construire des choses un peu monolithiques comme un service data ops qui va gérer les installations, des choses comme ça. J'en reparle après. Et encore une fois, un data warehouse n'est pas incompatible, même si on essaye de casser cette centralisation.
Je reprends vraiment l'article de Zhamak Dehghani qui a écrit qui est la créatrice en fait de cette définition du data mesh. Son image un peu en conclusion, c'est en bas on a une équipe de data infra as a platform, donc ça c'est votre équipe de data ops qui met en place la plateforme pour que tout le monde y ait accès, qui gère les accès, le catalogue par exemple, euh, qui, qui rend pluggable en fait des équipes données dessus. Donc vous avez des domaines data qui vont se plugger. Par exemple, ici on a un domaine data pour les data internes. Ici on a un domaine data pour les équipes externes. Ici on a un agrégateur de data parce qu'ils ont besoin des deux data. Et donc l'idée c'est que les équipes peuvent se plugger les unes aux autres. Avec ici une équipe cross-équipe en fait. Et donc là, bien chapeauté par la gouvernance et des open standards toujours pour qu'il y ait une interopérabilité entre les différents domaines. Concrètement, si j'essaye de traduire ça, un exemple, c'est pas forcément exactement ce qu'il y a chez Doctolib, mais si j'essaye de traduire ça, en fait, donc vous avez plusieurs domaines métiers, donc le domaine docteur, le domaine patient et le domaine infrastructure, et ils ont chacun leur but différent, leur vélocité différente leurs questions différentes. Et donc, ils vont vous envoyer des datas par trois types complètement distincts de sites, ces deux sites différents, patients et médecins, peut-être les données de votre serveur. Ils vont vous envoyer ça par des fichiers plats, typiquement. Donc là, on arrive sur un espace partagé dès le début. Ensuite, vous chargez ça dans une base de données, vous chargez que les datas brutes. Pourquoi on parle que de fichiers plats et de data brutes? Parce qu'il faut que ça soit toujours interopérable. Donc il ne faut pas que les datas soient changées au début, comme ça, les gens pourront toujours accéder à la donnée qu'ils veulent. Cette donnée-là appartient à personne, et donc il faut que ça soit d'un espace partagé. Et ensuite, là, on commence à arriver sur un peu une intelligence métier, mais c'est quand même des KPI qui peuvent être réutilisés. Imaginons, on a une team qui s'occupe du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires doit être connu par plusieurs équipes. Donc, on arrive sur des data marts où on a peut-être une équipe BI un peu technique et un peu métier qui va centraliser ces data marts ou ces tables à partager, mais ces tables qui sont toujours brutes. Et enfin, on arrive à nouveau sur des espaces qui sont stockés sur des espaces partagés, mais par exemple un schéma dans une base de données qui n'appartiendrait que aux équipes de domaines spécifiques. Donc là, on est sur l'infra partagé, mais il n'y a plus de développeurs de l'espace partagé qui sont dessus. C'est que les développeurs métiers. Ensuite, avec une couche de reporting et ensuite des usages différents selon les interlocuteurs. Donc voilà, chapeauté toujours. Bon, chez nous, c'est DBT est en cours d'installation, mais Alation pour le catalogue et le linéage des datas. Donc on a un peu une courbe qui se fait avec des devs au début, des data ops qui sont très proches de l'univers dev, des BI. Je vais redévelopper ces concepts après, et des analystes et devs qui reviennent. Donc les devs et analystes et redevs, on voit que c'est des espaces qui ne sont pas partagés et donc qui doivent faire partie de vos squads qui sont indépendantes et qui doivent agir pour la vélocité des réponses au métier. Data Ops et Data Dev. Donc je dis Data Dev parce que en fait, selon l'univers dans lequel vous êtes, c'est un peu interchangeable. Imaginons que vous êtes dans un data lake avec que du streaming, vous n'avez pas besoin d'un BI engineer, mais vous avez toujours avoir besoin de quelqu'un qui fait du run et qui, en fait, son boulot, ça va être de répéter régulièrement le même type d'ETL et c'est de développer des flux. C'est pour ça que c'est un data dev. Il sera peut-être data engineer sur la partie streaming ou BI sur une partie data warehouse. Mais c'est toujours le même mindset. Donc, le DataOps, il va gérer votre infrastructure. Il va gérer la gouvernance des données, enfin l'installation à minima de la gouvernance des outils de gouvernance des données et les accès. C'est vraiment et la data des espaces partagés. Donc normalement il ne gère pas la data, mais il a une approche très passe-plateau en fait, passe-plat parce que il pousse juste la donnée mais il comprend même pas ce qu'il y a dedans. Orienté infra, SLA, test et performance. C'est un mec qui sait installer des infrastructures et je dirais qu'il a un mindset software craftsmanship dans le sens où il veut de la bonne qualité. Si vous vous dites à un DataOps, il n'y aura jamais de test, il va un peu trembler comme ça, il ne se sent pas très bien. Voilà, et donc ça c'est super intéressant et il vous faut des gens comme ça. Il vous faut
il vous faut des gens qui ont un mindset comme ça. Pourquoi je dis que c'est un mindset? Parce qu'un data engineer, finalement, il peut faire l'installation de la base de données, mais lui, il va vouloir développer les ETL et il pourra vivre toute sa vie sans qu'il y ait de test. Il dira, ah ouais, il y a eu un problème, ok, je corrige, et hop, ça passe. Donc lui, le data engineer, pour le détecter un peu, vous lui dites il fait juste passe-plat pour envoyer des datas d'un endroit à un autre. Il va un peu tiquer quand même. Au bout d'un moment, il va essayer de comprendre ce qu'il y a dans le business. Ça va l'embêter de rien comprendre à ce qu'il fait, quoi, à ce qu'il fait côté métier. Et donc lui, il va développer des flux. Il utilise les outils data installés par les DataOps et il est vraiment gestionnaire des espaces spécifiques, peut-être dans la squad non partagée. Les limites de l'agilité du data mesh, c'est un peu gentil parce que je vous ai dit on veut des univers décentralisés. Finalement, je vous dis on centralise à fond. En fait, c'est comme toujours la Spotify Engineering Culture, c'est à vous de voir. Vous avez toujours un équilibre entre je vais être complètement agile. Donc si je veux être complètement agile, je vais aller super vite. Par contre, il va y avoir de la redondance d'informations, tout le monde va calculer le chiffre d'affaires typiquement. Il y aura souvent des petites différences. De la redondance d'outils, ça veut dire deux data warehouse installés. Si vous avez des data warehouse clusterisés, ça veut dire que vous avez une perte. Vous préférez avoir un gros cluster. Un manque d'expertise. S'il y a un expert un expert data warehouse dans une équipe, bah, il ne sera pas dans l'autre et la communication sera peut-être un peu plus légère. Pour les tests data, c'est pareil. S'il y a quelqu'un qui a réussi à bien développer les tests data dans une équipe, bah, c'est mieux d'envoyer ça partout. Et un manque de gouvernance. La gouvernance, par exemple pour la RGPD, le catalogue ou le lignage, ça doit être partout. Ça ne doit pas être juste dans quelques squads. Donc à un moment ou à un autre, vous êtes obligé d'avoir des espaces partagés. Par contre, et donc quand vous avez un espace partagé, le problème c'est que vous avez une énorme perte de vélocité, vous avez des adhérences partout au niveau temps. Peut-être une inadéquation des outils. Imaginons que tout le monde veuille un data warehouse, mais c'est l'équipe marketing et ils sont déjà sur GCP, Google, parce qu'ils sont avec Google Ads, qui est directement plugué sur Google Analytics, donc BigQuery. Donc ils ont déjà mis un data studio et vous leur dites, by the way, on est sur AWS maintenant, on rapatrie tout. Ils vont vous dire, non, c'est pas cool, quoi. Et donc, à des moments, il faut accepter d'avoir une inadéquation de certains outils. Frustration et incompréhension des utilisateurs qui ne comprennent pas forcément pourquoi un espace partagé doit être géré et managé. Par exemple, si vous avez donc l'impact des voisins sur le SLS, si vous avez un voisin qui surcharge le data warehouse, tout votre data warehouse en pâtit et donc vous devez mettre des règles pour dire une requête maintenant c'est pas plus d'une minute, une minute c'est déjà beaucoup trop, donc ils vont pas comprendre pourquoi on a mis cette règle alors que eux la plupart du temps ça allait, il n'y avait pas de souci et voilà, c'est pas lancer la data. Donc, au début, vous voulez faire des premiers recrutements, sauf que pour mettre un data mesh, pour mettre un truc avec des squads partout, avec des data ops, vous n'avez pas tout ça. Et donc, vous avez peut-être un ou deux profils à trouver. Ce que je vous dirais, c'est que donc, il vous faut les trois types de profils. Ce n'est pas forcément important d'avoir un nombre de personnes. Ce qu'il vous faut, c'est les trois types de profils. Donc, un data ops qui serait peut-être avec plus d'expérience parce qu'il doit monter toute l'infrastructure, il doit gérer des accès. C'est des choses qui sont compliquées, il ne faut pas se planter. Il va peut-être faire d'autres choses comme du back-end, il sera peut-être un peu plus polyvalent, il doit connaître un peu le networking, la sécurité pour se connecter à l'extérieur. Voilà, donc c'est un profil qui peut être un peu costaud et vraiment software craftsmanship, c'est important. Ensuite, vous avez le dev data, donc celui-là, c'est celui qui va développer des flux qui sont peut-être régulièrement les mêmes au bout d'un moment. Donc ça, c'est peut-être un profil un peu plus junior. À partir du moment où il y a un flux qui est développé, il pourra régulièrement reprendre le même. Il va organiser les datas parce que, en gros, vous voulez pas ce qu'on appelle un data swamp vous voulez pas que ça soit le bordel dans vos datas. Vous voulez toujours qu'il y ait une bonne organisation pour que quand ça va scaler, vous comprenez toujours comment organiser votre data. D'ailleurs, en parlant de ça, l'organisation des data, j'ai oublié ce petit passage. Ici, on voit vraiment trois étapes qu'on retrouve très régulièrement. Une étape avec des fichiers bruts, une étape avec des data marts et une étape avec des tables de reporting. Ça, par exemple, c'est une organisation en trois phases que vous pouvez répliquer régulièrement.
il va souvent faire des projets de run, c'est des projets rapides. Là où votre DataOps, il va faire des projets qui peuvent durer 1 mois ou 2 mois pour installer une base de données avec la sécurisation et switcher une base de données vers une autre base de données, ça prend énormément de temps. Votre dev data, il peut avoir des sprints d'1 semaine par exemple. Et donc il peut être junior parce qu'il répète régulièrement la même chose. Et donc vous avez l'analyste, enfin, peut-être que c'est prenable par votre product, qui va créer des reporting, qui connaît très bien la data, il va passer son temps là-dedans. Ça va être l'interlocuteur métier et il a un cycle hyper rapide. C'est-à-dire que le métier, ou voire même dans une petite entreprise, le CEO, quand il vous pose une question, il n'imagine même pas que la réponse puisse arriver en 1 heure. Et donc, vos business analysts, typiquement, ils vont avoir des cycles très courts, presque une journée, et donc qui ne vont pas forcément avec les autres cycles. Donc attention en plus, parce que si vous avez que un data analyst, enfin un PO qui fait aussi la data, son focus, son mindset, ça sera délivrer vite. Et donc peut-être qu'il va y avoir des choses un peu moins bonnes qui vont être faites sur les autres parties. Il y aura peut-être des raccourcis qui seront pris et ça va faire du legacy. Les outils, je vous devais de vous présenter le Big Data Landscape 2021. Il sort tous les ans, c'est toujours magnifique. Et on est paumé, il y a beaucoup trop d'outils. Donc j'ai rassemblé ça un peu on va dire en fleurs avec quelques pétales. Et l'idée c'est que quand vous avez des développeurs data, vous allez prendre quelques pétales mais pas tous. Typiquement déjà on peut commencer par les core skills. Je conseille SQL et Python. Pourquoi je conseille pas Scala ou Java? Parce que vous allez avoir du mal à trouver un développeur Scala à un prix où vous voulez juste qu'il fasse de la data. Vous allez tout de suite taper hyper cher et un peu complexe par rapport à un développeur Python qui fera le boulot. En fait, le plus souvent dans la data, vous voulez faire des batchs, vous n'avez pas forcément de problématique d'ultra performance, on va dire. Donc bon, bah, si vous perdez 1 seconde, c'est pas trop grave. Ensuite, vous avez le pétale cloud que vous pouvez répliquer dans tous les autres pétales. Chaque éditeur de cloud a des super outils pour tout faire. Je ne peux pas les mettre à chaque fois, donc voilà. Vous pouvez avoir des spécialistes sur des clouds. La partie BI, ce qu'on voit souvent, c'est Airflow. Si vous n'avez pas Airflow, donc pour faire l'ordonnanceur, donc je vais oser dire que c'est un ETL ou voire un ELT. On peut me sauter dessus, allez-y. C'est un ordonnanceur, mais il est hyper utilisé en data comme un ETL. Vous avez beaucoup d'autres ETL. C'est celui qu'on voit de plus en plus, il est de plus en plus mature et de moins en moins contesté, mais toujours très contesté, donc vous pouvez en avoir d'autres. Côté BI, on voit aussi Snowflake, si on ne parle pas des éditeurs de cloud qui remontent pas mal et qui a l'air pas trop mal. Petit point d'attention, ça peut vite coûter cher si vous ne le gérez pas. Partie DataOps, donc Terraform pour faire de l'infrastructure as code, hyper intéressant, pour remonter une infrastructure, pour la déployer en prod, en staging, en un clic. Parce que sinon vous faites du clic-bouton à chaque fois dans votre plateforme Amazon et vous générez potentiellement pas mal d'erreurs. La partie sécurité et networking à gérer et toute cette partie containerisation avec Docker et Cube et même les appels à vos API. Je l'ai mis à la frontière du machine learning parce que le machine learning, si vous rajoutez Spark, votre machine learning engineer pourra s'occuper de pas mal de choses juste avec ces compétences-là. Scala et Kafka pour le temps réel, c'est vraiment le binôme qu'on voit très régulièrement. Data gouvernance, j'en ai mis quelques-uns, donc DBT qui va pouvoir vous faire des tests en plus, du data lineage, Alation pour le catalogue, Colibri ou Colibra, je le vois très régulièrement mais je ne connais pas forcément. Amundsen qui est la solution un peu concurrente de Alation mais en gratuit et qui a été développée et utilisée par Lyft, le concurrent d'Uber. Et côté Big Data, on voit toujours des gens qui sont un peu récalcitrants au cloud et donc ils utilisent des solutions comme Hadoop et toute la constellation qu'il y a derrière, HivePig, HBase, etc. Peut-être même Zookeeper, les gestionnaires de clusters. Ce n'est pas forcément des choses que je conseille. Ça commence à être un peu ancien, tout le monde veut tuer la couche MapReduce, la couche de départ, tant que les données ne sont pas en mémoire. Mais bon, si vous n'avez pas le choix, bah, voilà, il y a Hadoop et Scoop pour utiliser un peu plus de fonctionnalités avec Hadoop. Modern Data Infrastructure, donc là je vous ai mis un slide qui est un peu bourrin. Je reprends un article de Andreessen Horowitz, The Emerging Architecture for Modern Data Infrastructure. S'il y avait un mot-clé, enfin là, un des trucs les plus importants dans le slide, c'est juste le titre, Modern Data Infrastructure. À partir du moment où vous tapez Modern Data, vous trouvez pas mal de choses pour vous renseigner sur les architectures que vous devez faire en ce moment. Si vous tapez Modern Data Architecture, c'est un peu le buzzword un peu de niche pour avoir du vrai concret sur ce que vous voulez faire. Donc,
Si vous avez quelque chose, vous allez sur Google, Modern Data Real Time, et vous allez trouver des trucs intéressants. Pourquoi j'ai mis celui-là particulièrement? Parce qu'il split quand même vachement bien les trucs. Vous avez une partie source, une partie ingestion, donc ETL, avec par exemple la partie pour les connecteurs très simples, des workflow managers, donc avec Airflow, la partie big data un peu, ou data engineering, pas mal de parties côté data lake. Il a vraiment bien creusé les choses. Et donc et même on a la partie quality and testing avec Great Expectation. On retrouve des noms hyper importants. Et donc si vous avez des outils qui sont là-dedans, normalement vous êtes plutôt bien. Par contre, si l'outil n'est pas là-dedans, peut-être qu'il faut se poser des questions. Vous pouvez même, donc l'idée c'est de combiner certaines de ces briques, mais pas toutes. Par exemple, là on voit qu'on peut combiner ça pour faire une partie BI, donc avec des connecteurs simples, un peu de data modeling un peu plus avancé, un data warehouse et une sortie de reporting. Donc j'ai essayé de faire un peu un graphe, le même que pour la maturité métier, sur les priorités que vous auriez si vous montez votre équipe data. Et par rapport au nombre de personnes dans l'équipe. Parce que vous dire de faire du data catalogue ou du data lineage, c'est super, mais c'est quand même hyper compliqué. Et peut-être que dans un premier temps, vous n'allez pas en avoir besoin. Donc, la première partie hyper importante, c'est le développement des flux et des ETL et la mise en place des outils. Vous ne pouvez pas faire sans, sinon il n'y a rien qui sort. Mise en place des outils, peut-être les outils managés dans un premier temps. Mais mise en place des outils, ça ne veut pas dire infrastructure as code qu'on placerait bien après. Donc on sent que la partie data dev, elle est beaucoup plus prioritaire et rapide à mettre en place. Donc au début, peut-être que vous pouvez ne pas avoir de data ops. Les accès, c'est quand même important, ça va vite devenir le bordel. Mais ça peut se réorganiser plus tard. Organiser les datas, c'est important, sinon vous allez en avoir partout. Containerisation, c'est beaucoup plus de flexibilité pour plus tard. Plus vous commencez tôt, mieux c'est. Donc comme l'infrastructure as code, donc encore une fois avec Terraform, pour monter assez vite une infrastructure, au lieu de faire du clic-bouton pour remonter votre cluster à chaque fois et monter les différentes parties, vous allez plus en sortir. RGPD, qui est ultra prioritaire. J'ai oublié un petit passage sur la RGPD. Des fois, c'est même pas pour votre entreprise que vous la faites, enfin c'est même pas pour la CNIL que vous la faites, c'est juste pour satisfaire les utilisateurs. Imaginons encore une fois qu'on a une entreprise de santé, il y a des choix qu'on va faire, pas pour la GDPR, RGPD, c'est juste pour satisfaire le client qui a peur en fait que ces données soient hackées ou que ces données soient accessibles. En fait, ces données, elles sont peut-être déjà pas accessibles, mais on préfère faire beaucoup plus de choses pour les public relations, on va dire, pour pas qu'il y ait de problèmes de presse pour plus tard. Donc voilà, il y a peut-être des métiers, le domaine bancaire par exemple, où vous allez surprotéger votre RGPD, pas pour la CNIL, mais pour les utilisateurs. Voilà, donc le nombre de personnes dans l'équipe, donc on voit le data catalog et data lineage, c'est cool, mais tant que vous n'êtes pas beaucoup, vous ne pouvez pas le faire. Le data scientist, ne le faites pas, s'il vous plaît, pour lui. J'ai vu tellement de data scientists blasés, en fait, dans des petites boîtes. Ils sont hyper déprimés parce qu'ils arrivent dans une boîte où ils doivent tout monter. Et on leur dit, bah, fais de la magie avec les data. Donc la magie, ils savent la faire, ils savent faire du machine learning. Ils savent faire de la data science, des études poussées. Sauf qu'en fait, la data, elle est souvent fausse, vraiment. Vous avez une data qui est fausse, même dans des grandes entreprises. Imaginons un vendeur de voitures dans le top 3 de France qui vous dit analyse des données et vous vous rendez compte que la moitié de sa population est née le 1er janvier 1900 et, et quelques personnes sont nées en 2021 parce qu'ils ont mis le jour où la voiture a été achetée. Vraiment, sachez-le, votre data n'est pas toujours très bonne. Et il faut la trier aussi pour qu'elle soit lisible par tout le monde. L'infrastructure est à créer. Si vous lui dites, bah, tu es le premier, tu vas monter un data warehouse, il va un peu pleurer. Il y a toute l'automatisation à faire aussi, il n'a jamais appris à la faire. Et souvent en plus, votre analyste ou votre data engineer, j'ose espérer qu'ils sont un peu passionnés de data, si vous les avez pris. Et donc s'ils sont passionnés de data, ils ont fait quelques concours Kaggle, et quelques concours de data science, et ils pourront tester des algorithmes. Ça ne sera pas la panacée, mais en fait, la partie feature engineering, donc création de la bonne data, va être peut-être plus probante en résultat que l'algo en lui-même. Donc
Et en plus, l'algo en lui-même, le data engineer, il connaîtra l'algo. Il ne va pas le fine-tuner, mais vous verrez qu'il y a un petit bump sur la vérification. Enfin, vous verrez qu'il y a un bon résultat, et donc vous saurez que vous pouvez prendre un data scientist après. Mais voilà, vous pouvez avoir cette première couche de validation avec un passionné de la data que vous aurez pris. Conclusion, donc le data mesh, la data c'est vraiment un problème métier, donc toujours ce qu'on veut c'est l'indépendance des équipes, et donc il faut essayer d'avoir des équipes le plus autonomes et scalables possible. C'est le problème métier qui définit la solution technique. On est souvent tenté de dire bah écoute, on a un data warehouse, on pense que la bonne solution de data warehouse c'est ça, et donc tu vas aller là-dessus. Bah, peut-être que ça se trouve il lui faut même pas de data warehouse, ou ça se trouve il a déjà sa solution. Euh, En plus, si par exemple vous gérez bien vos solutions techniques, imaginons vous mettez une limite à 1 minute sur un data warehouse, et vous mettez plein de tests pour faire de la bonne CI/CD. Au final, vous allez freiner les équipes métiers, des équipes qui seraient un peu plus loin avec votre analyste, pour livrer sur GitHub. Comme il est freiné pour livrer sur GitHub, il va tout développer dans le reporting. Donc, au lieu d'avoir quelque chose d'automatisé parce qu'il y a de la CI/CD et il n'en peut plus des tests, il va tout vous mettre dans votre couche reporting. Et donc là, vous avez des reportings qui sont lancés tous les jours, qui vont bombarder la base de données et qui sont relancés complètement à chaque fois qu'un utilisateur va dessus. Et ce n'est pas juste la petite table qui a été créée pour le reporting, il va lancer en fait un ETL dans son reporting. Donc voilà, faites attention à votre métier. Si vous le cloisonnez trop, il va trouver un moyen de se décloisonner. C'est pas le nombre de profils qui importe, c'est les appétences, l'orientation de la personne pour les boulots que vous allez lui confier. Méfiez-vous donc du train de la hype, hein. Tout ce qui est data lake, data vault, data shore, on lit plein de trucs. Data mesh et architecture lambda, c'est un peu plus concret, c'est un peu moins fourre-tout, mais quand même ça reste des fois des fourre-tout pour le data mesh. Donc voilà, c'est cool si vous ne connaissez pas forcément les choses pour vous renseigner, mais restez pas là-dessus à fond. On voit des personnes qui deviennent des ayatollahs du data mesh et ça donne des trucs bizarres. Et si vous voulez du concret, vraiment modern data, la chose que vous cherchez, et vous allez pouvoir avoir pas mal de choses. Ce qui est cool, c'est quand même de pouvoir se renseigner par soi-même, parce qu'il y a énormément de choses qui évoluent tous les ans, tous les 2 ans. Donc, je vous remets les articles pour, ou les liens vers les liens vers les articles pour que vous puissiez vous renseigner sur le data mesh, la Spotify Engineering Culture, ou les Modern Data Infrastructure. Ces 3 articles sont super bien faits. Et je vous donne quelques newsletters pour avoir des flux d'approvisionnement réguliers. Donc pour le data engineering, ça s'appelle Data Engineering Weekly. Pour la data science, c'est un data scientist en France qui fait ça. Il est aussi recruteur, surtout recruteur, je crois. Ça s'appelle Data Sama et ça fait des semaines et des mois, voire des années que je suis sa newsletter. C'est toujours hyper intéressant, orienté Python et data science, le plus souvent, mais pas que. Et la Docto Tech Life newsletter, donc avec pas mal de choses pour les devs, que ce soit sur JavaScript, React, Ruby, Rails ou Tech Life, comment on organise un peu les équipes, vu que ça a quand même pas mal d'impact, toutes ces choses-là. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Merci. Ok. Ah, des petites questions. Ouais, vas-y. Bonjour. Parce que en gros, bah, si vous avez qu'une personne, faire développer tout Terraform, ça va peut-être prendre un peu de temps. Et votre priorité, c'est peut-être de répondre aux questions métiers, d'avoir un POC, un, un premier, un premier outil. Voilà. Donc, mais c'est super important et vous allez gagner vachement de temps si vous le faites. Mais voilà, c'est juste une question de temps. Voilà. Oui, monsieur en blanc, pardon. Donc, la différence entre le data lake et le data warehouse, c'est
Le data warehouse, c'est juste l'entrepôt de données. Je vais dire data warehouse parce que en gros, c'est une base de données qui est orientée analytique. Donc, elle réfléchit en colonne. Euh, vous- Par exemple, enfin, vous venez de quel univers? Dev ou Dev? Ok, un JSON par exemple, pour avoir, je sais pas, l'adresse de quelqu'un où c'est stocké en JSON, pour avoir toutes les adresses, vous allez devoir sortir tous les objets en mémoire parce que les objets ils sont stockés un par un. Et donc vous allez devoir sortir tous les objets et choper l'adresse à chaque fois. C'est orienté ligne, comme Postgre. Postgre c'est orienté ligne, donc ça va répondre super vite au where. Un data warehouse, il va être orienté colonne. Donc si vous voulez l'adresse de quelqu'un, vous allez choper toutes les adresses en une fois, comme avec les fichiers parquet par exemple. Et donc voilà, c'est ce que je vais appeler un data warehouse. Le data lake, c'est le data warehouse, mais pas que. Vous avez des données S3 dedans. Voilà, et vous organisez vos données S3 et vous avez par exemple Hadoop qui va se plugger dessus, ou EMR, ou Athena, BigQuery. Et donc vous avez beaucoup plus d'outils que juste un data warehouse. Et donc beaucoup plus d'usages. Oui. Yes. Bonne question. Faut voir quelles sont vos priorités. Par exemple, nous, chez Doctolib, on l'a commencé trop tard. Pourquoi trop tard? Parce que on l'a commencé parce qu'il y avait un problème, à savoir, on n'arrive plus à savoir où sont les datas. Mais est-ce que c'était vraiment trop tard? Parce qu'avant, on avait plein de priorités et on n'avait pas le besoin. Voilà, donc faites-le quand vous commencez vraiment à avoir le besoin. Au début, bah, vous avez que 3 workflows et la personne qui fait les workflows connaît bien les datas. Donc peut-être que vous n'en avez pas besoin. Mon conseil, c'est de le faire quand il y a vraiment un besoin. Et donc, bah, s'il y a vraiment un besoin fort, c'est que c'est un peu trop tard. Mais voilà, on a tous énormément de priorités, donc il faut le faire quand on peut, quoi. Et quand c'est nécessaire et quand c'est arbitré par le management. Parce qu'il y a aussi cette histoire d'arbitrage par au-dessus qui dit bon bah la priorité c'est plus ce truc métier, c'est le data catalog. Ah, oui, yes. Hmm. Alors comment on empêche la réplication de la data? Euh, Comme vous avez des espaces partagés qui gèrent la data brute et les data mart, donc la création des KPI un peu globaux, vous essayez d'éviter la réplication de la donnée. Vu que, par exemple, on va dire le chiffre d'affaires, il est ici, il a été calculé dans tel data mart, et donc s'il y a quelqu'un d'autre qui vient vous embêter en vous disant, bah moi mon chiffre d'affaires il est différent, vous lui dites non, la valeur de vérité c'est ça, vous pourrez jamais empêcher enfin, vous pourrez jamais empêcher complètement la réplication, mais enfin voilà, il faut avoir des équipes. Nous en plus les équipes BI ils sont partagées. Donc elles savent exactement où est la data, c'est quand même des experts sur leur domaine, même si c'est dans des espaces partagés. Et voilà, ensuite ça n'empêche pas que le métier par exemple va recréer par exemple des ETL dans le reporting, parce qu'à des moments il fait des explorations. Donc il y aura toujours cette réplication et pour l'instant on n'a pas de solution. Je vous remercie et donc bah, je vous souhaite une bonne fin de Devox. Bonne journée.